Maître Lovely Jean-Louis, bonjour. Bonjour, Maître Paradis. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et pour vous? Ça va très, très bien. Je suis toujours très heureux quand je vous parle, quand j'ai l'occasion d'être avec vous. Et je vous remercie énormément du temps que vous prenez pour être avec nous aujourd'hui, pour discuter. C'est un plaisir pour moi aussi, Maître Paradis. Et en ce contexte très difficile pour nous autres en Haïti, d'avoir l'opportunité de s'entretenir avec vous pour échanger sur ce que nous faisons en Haïti. C'est un plaisir pour moi. Très bien. Ben justement, vous avez déjà évoqué ce contexte difficile. Vous êtes avocate au barreau de Port-au-Prince. Vous êtes une des avocates du cabinet d'avocats spécialisés en litige stratégique de droits humains en Haïti. Nous allons parler tout à l'heure du cabinet, de votre travail, des gens avec qui vous travaillez, notamment avec l'appui d'Avocats sans frontières. Mais j'aimerais commencer tout de suite avec ce contexte que vous évoquez qui est marqué par une recrudescence de la violence, des groupes criminels armés. On parle même de massacres à un niveau, certains disent que c'est à un niveau jamais vu depuis la dictature du Valieriste. Et là, s'ajoute à ça l'assassinat le 28 août dernier devant sa résidence du bâtonnier de Port-au-Prince, maître Montferrier d'Orval. Je sais, euh, maître Jean-Louis, que vous lui avez parlé la journée même, vous étiez en communication avec lui la journée même, et je sais que la communauté juridique haïtienne est en deuil, donc je commence par vous présenter mes condoléances, et j'aimerais que vous me parliez un peu de ce contexte, de cet assassinat, de l'impact que ça a sur la communauté juridique et sur les avocates qui, comme vous, êtes là pour défendre les droits humains et l'état de droit. Justement, et Maître Paradis, il faut dire que c'est la première fois dans notre histoire en Haïti et pour la profession d'avocat aussi qu'un bâtonnier en fonction soit assassiné. Il faut dire que c'est un coup très, très dur pour, non seulement pour les membres de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, mais aussi pour tous les avocats en Haïti et aussi pour toute la société. Parce que si on part avec l'hypothèse que l'avocat est le défenseur public, toucher à un avocat, c'est comme toucher même à l'état de droit. Cet acte d'assassinat a suscité de très, très grandes révoltes au sein même de la société, pas au niveau national tout simplement, parce qu'on a reçu les mots de condoléances de différents barreaux, de différentes institutions et aussi de Avocats sans frontières Canada aussi. Mais il faut dire que cet acte d'assassinat, ça porte atteinte même à la profession d'avocat en Haïti. Ça nous interpelle même comme avocats, comme défenseurs de droits humains, à lutter à ce que justice soit faite pour cet acte d'assassinat, pour que au moins l'exemple soit tracé et pour que ces gens d'actes odieux ne se répètent plus en Haïti. Mais il faut dire aussi, l'assassinat du bâtonnier est l'une des plus grandes causes de l'atmosphère d'insécurité qui règne actuellement en Haïti, mais ce n'est pas l'unique. Parce qu'on a eu ces derniers jours, pas 24 heures sans qu'une personne ne soit pas été assassinée, pas 24 heures. C'est presque chaque matin, on se réveille avec le sentiment qu'est-ce qu'il y a hier soir? Est-ce qu'il n'y a pas eu de nouveaux crimes? Est-ce que c'est pas soit un policier, soit un élève, soit... C'est comme... Et à chaque fois qu'on sort, on profite pour témoigner tous ces sentiments à son entourage. Parce que le bâtonnier a été assassiné chez lui à Pèlerinsic, à quelques mètres de la résidence du président, pour vous dire que et dans le périmètre de sécurité présidentielle même, si un bâtonnier en fonction doit être assassiné, personne n'est épargné. Du coup, on essaie du mieux qu'on peut d'observer la prudence, mais on ne baisse pas les bras parce que à la fin de la journée, c'est la justice qui doit remporter la victoire. Et comment
comment fait-on donc quand on est une avocate de droits humains, quand on travaille au sein d'un cabinet spécialisé dans les dossiers de droits humains et de lutte contre l'impunité? Comment adapte-t-on son travail? Quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en œuvre pour continuer à faire ce travail, à être présent auprès des groupes ou des personnes en situation de vulnérabilité qui sont ceux avec qui vous travaillez? Normalement, en tant qu'avocate et dans un cabinet spécialisé en litige stratégique de droits humains, et le risque est très spécifique parce que nous autres, nous traitons des cas emblématiques. Ce qui veut dire, et nous accompagnons des victimes ou des groupes en situation de vulnérabilité. Ce qui veut dire, et du coup, on est obligé de prendre des, comment je peux dire, d'élever le niveau de sécurité des membres parce que on est tous ciblés, certes, mais quand tu traites un cas où c'est une autorité qui est en question et que l'atmosphère d'insécurité bat son plein, et puis on va au tribunal, on va sur le terrain, on va en prison, on est tous exposés, mais ça ne nous empêche pas de continuer avec notre travail. Il faut dire que nous entretenons un contact direct avec nos clients. D'ailleurs, on a su mettre en place on a su utiliser des formules, non seulement pour rester en contact avec les clients et les victimes, prendre des mesures de sécurité, même pour les victimes quand le cas le nécessite. Parce que, bon, et je peux même prendre un exemple, on a eu à plaider une affaire et durant cette période, on était obligé d'héberger la victime dans un lieu sûr parce qu'elle recevait des menaces de la part de l'autre partie. Et puis, du coup, on s'était dit, rien n'empêche que le jour de l'audience, on n'arrive pas à trouver la victime. Alors que c'est un cas très, très emblématique. Du coup, on a su prendre des mesures urgentes pour sécuriser la victime et aussi pour permettre à ce que le droit puisse remporter la victoire. Et je peux même le dire, déjà dans ce dossier, on a eu de très, très bons résultats. Ben, parlez-nous donc un peu de, évidemment, sans aller dans la confidentialité des dossiers, mais parlez-nous donc un peu de ce type de dossier et du type de personnes que vous représentez, parce que le cabinet s'est donné comme mission de contribuer à vaincre l'impunité généralisée en le faisant, en représentant des personnes qui sont parmi donc les couches les plus vulnérables de la société, des gens qui vivent de grandes injustices. Et c'est souvent, vous l'avez mentionné vous-même, ce sont des cas emblématiques. Et souvent, ce sont des gens reliés au pouvoir ou même ce sont les institutions qui sont remises en question. Pouvez-vous nous dire un peu quel genre de dossier vous prenez en main et quel genre de personnes vous représentez pour que les gens donc comprennent la nature du travail du cabinet? En fait, les genres de dossiers que nous traitons, ce sont quand il y a de graves violations de droits humains et que les victimes, ce sont des personnes issues des groupes vulnérables. Par exemple, pour les types de dossiers, on traite les cas de violence basée sur le genre. Quand je dis des cas de violence basée sur le genre, c'est quand il y a des femmes victimes parce que ce sont des femmes. Et aussi, nous traitons aussi quand il y a des violations et que l'auteur de ces violations-là, c'est une personne qui a usé de son autorité, soit c'est un membre du gouvernement, soit c'est une personne qui avait autorité sur la victime et qui a usé de son autorité pour violer les droits fondamentaux de cette personne-là et qui pense à partir de son autorité, cette personne-là ne va jamais pouvoir obtenir justice. Nous autres, nous accompagnons gratuitement ces personnes parce que les agresseurs, dans la majorité des cas, ils pensent que, étant donné que ces personnes-là n'ont pas de gros moyens financiers pour payer les services d'un avocat, du coup, c'est déjà une barrière pour l'accès à la justice. Nous autres, nous essayons d'enlever cette barrière-là pour que la vulnérabilité de ces personnes-là ne leur empêche pas d'accéder à la justice. Mais il faut dire que, toujours dans la confidentialité de nos dossiers, il y a les cas que nous traitons. Par exemple, il y a des cas de viol sur mineurs, par exemple. Quand une jeune fille de 14 ans a été violée
est victime de viol de la part d'un policier, par exemple. Du coup, comment je peux dire, une adolescente, une jeune adolescente, malheureusement, à cause de la situation de vulnérabilité de ses parents, qui a placé cet enfant-là et dans une famille que je peux dire, entre guillemets, en domesticité, et que ce policier-là, pensant que c'est un enfant en domesticité, il a usé de son pouvoir pour violer cet enfant. Du coup, nous autres, nous accompagnons les parents de cet enfant-là pour que ces parents-là puissent obtenir justice et que ce policier-là n'utilise pas de son pouvoir pour donner de l'argent aux parents, et la victime elle-même qui est adolescente va vivre tout au long de sa vie avec des séquelles que l'argent ne peut pas effacer, des séquelles que, au moins si elle, en tant que l'agresseur a été condamnée, au moins elle pourra dire j'avais eu raison de parler, de ne pas cacher ça. Mais si dans quelques jours, elle voit que son agresseur est là parce que l'agresseur a donné un peu d'argent à maman, à papa, c'est des séquelles qui sont ineffaçables. Et est-ce que ces stratégies-là peuvent fonctionner? Parce que vous savez, on entend beaucoup dire qu'en Haïti, le système de justice est tellement fragile qu'il est pratiquement impossible d'obtenir justice, qu'il y a tellement de corruption, de manque de ressources, de manque de formation, de problèmes logistiques, de problèmes d'infrastructure, avec en plus le tremblement de terre qui a eu des impacts profonds et durables, les nombreuses crises qu'a traversé le pays. Cette violence généralisée que vous nous décriviez tout à l'heure, qui atteint même maintenant les symboles de la justice, est-ce que ce pari de miser sur les victimes et sur les personnes elles-mêmes et de leur donner les moyens de réclamer la justice, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça peut fonctionner? En fonction de nos expériences, on peut dire que ça fonctionne. Il suffit de l'engagement, il suffit de la détermination. Effectivement, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, effectivement. Parce que je peux dire, en pleine période de pandémie, de crise sanitaire, et le 1er avril, le gouvernement a décrété l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire le 19 mars. Le 1er avril, une équipe du cabinet, et en dépit des restrictions imposées par l'État, et aussi le risque de contamination auquel dès qu'on est être humain, on était exposé à la COVID-19, mais une équipe s'était dépêchée pour se rendre dans une autre ville pour plaider une affaire. Et tout ça, c'était, comment je peux dire, c'était extraordinaire parce qu'à la suite de la plaidoirie, on a obtenu la libération immédiate d'environ 7 détenus qui a été victimes de viol en pleine détention. Du coup, si on s'était dit, il y a de la pandémie, la justice, ce n'est pas possible, et les tribunaux fonctionnent au ralenti, on doit protéger sa famille, on doit se protéger, on va attendre. Ces 7 détenus victimes de viol en pleine détention n'auraient jamais eu l'opportunité d'être au sein de leur famille pendant cette crise sanitaire. Je peux dire que ça fonctionne, mais ça demande beaucoup de détermination parce que ce n'est pas toujours facile. Hein, parce que certaines fois, même une victime qu'on accompagne peut se tourner contre vous. On offre un service gratuit, on expose sa vie, on s'engage, on se place à la place des victimes pour obtenir justice. Et puis, ce n'est pas étonnant que demain, on voit cette victime-là qui dit « Je ne connais pas Maître Jean-Louis ». Et Maître Jean-Louis m'avait appelé et plusieurs fois parce qu'on a eu ce cas-là. Et un parent qu'on était en train d'accompagner, on a même pris des mesures de sécurité pour héberger la victime. Et le parent a été à la direction générale de la police pour dire qu'on avait kidnappé son enfant. Mais ça ne nous avait pas découragés. On s'était dit, c'est à cause de la vulnérabilité de ces parents-là. Peut-être qu'ils ne comprennent pas notre travail. Peut-être que c'est à nous autres maintenant d'utiliser une autre formule pour mieux expliquer aux victimes notre travail, pour mieux les impliquer, mais ça ne devait pas nous décourager. Et ça, je pense que ça fait partie d'ailleurs de la philosophie du cabinet d'avocats spécialisés en litige stratégique de droits humains que de faire en sorte que les victimes, les personnes qui font appel à vous puissent s'approprier le processus de justice, que ça devienne leur cause, leur processus, notamment au moyen de la vulgarisation et de la simplification. C'est ce que vous nous dites. Il faut expliquer aux gens, il faut simplifier parce que c'est vrai que par ailleurs, le système de justice haïtien est compliqué.
Les lois qui s'appliquent sont pour la plupart des lois qui datent de plusieurs années, parfois des siècles. Le langage qui est utilisé est parfois hermétique. Je pense que le cabinet cherche à adopter un autre point de vue par rapport à cette façon de voir la justice. Justement, il faut dire que le litige stratégique est un peu nouveau en Haïti. D'ailleurs, c'est venu avec Avocats sans frontières Canada. C'est une autre façon de faire, une autre façon d'intégrer même le justiciable dans son dossier pour que la personne ne se sente pas écartée et aussi a une mauvaise interprétation de ce qu'on fait. On essaie d'établir un contact direct avec les personnes que nous accompagnons et à chaque fois, on les appelle, on les explique. À chaque étape du dossier, on explique à la personne et puis on essaie à chaque fois d'avoir une confirmation du mandat pour voir est-ce que la personne est toujours d'accord pour continuer, pour que ce ne soit pas imposé à la personne, mais faire comprendre à la personne qu'il est toujours, que la justice est possible en Haïti. Parce qu'il faut dire qu'il y a ce sentiment de méfiance aussi de la part des victimes qui disent que je ne veux pas continuer parce que je sais que demain, l'agresseur va être relâché. Je ne veux pas continuer. Mais à chaque fois, il faut, et ça demande du temps pour expliquer à la personne. Et nous autres, nous sommes des défenseurs de droits humains. Nous défendons les droits humains. Et les droits humains, l'argent ne peut pas acheter les droits humains. Par exemple, une personne victime de viol, comment effacer les séquelles d'une personne victime de viol par de l'argent? La seule satisfaction que peut avoir cette personne, c'est de voir une justice efficace qui condamne l'agresseur. C'est sa seule satisfaction. Mais si demain, la personne apprend que l'agresseur a usé de ses ressources financières pour, comment je peux dire, pour corrompre un avocat, pour corrompre un juge, cette personne-là ne va jamais avoir confiance à la justice. Nous autres, nous essayons de faire montrer à cette personne que l'argent ne peut pas être une barrière pour accéder à la justice. Vous avez évoqué tout à l'heure brièvement la pandémie. Il semblerait que Haïti a été relativement épargnée, ou du moins qu'elle a été moins touchée que d'autres pays du monde. Pour une fois, on va se réjouir de la chance d'Haïti de ce côté-là. Pouvez-vous nous en parler un peu plus de votre perception donc des impacts de la pandémie de manière globale en Haïti, mais notamment dans le secteur de la justice et aussi sur votre travail à vous? Est-ce que, par exemple, les personnes avec qui et pour qui vous travaillez ont été particulièrement affectées? Est-ce que c'est un facteur que vous avez dû ajouter dans votre gestion de risque ou dans votre gestion de communication avec les personnes en situation de vulnérabilité auprès de qui vous travaillez? En fait, il faut dire que la confirmation des 2 premiers cas de contamination en Haïti, c'était le 19 mars. Et le même jour, le président de la République, en Conseil des ministres, a pris un décret pour déclarer l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire. Du coup, le pays était verrouillé, restriction de mouvement, fermeture d'écoles, fermeture des lieux publics, etc. Mais il faut dire que le gouvernement avait surtout mis l'accent sur le confinement et l'adoption des gestes barrières, distanciation physique, lavage des mains, etc. Mais pour certains groupes de personnes, ces mesures étaient matériellement impossibles. Et pourquoi? Je peux dire, c'est en raison même de la violation préalable de certains de leurs droits fondamentaux. Je veux dire, comment demander à une personne qui, avant la pandémie, n'avait pas accès à un logement, de rester chez lui? Comment demander à une personne qui n'avait pas accès à l'eau potable de se laver les mains parce que chaque minute ou encore à chaque fois, ce qui veut dire le manque d'accès aux services de base préalablement avait rendu ces mesures, quoique importantes et nécessaires, matériellement impossibles pour certains groupes de personnes. C'est un premier cas. Et un deuxième cas, pour les personnes, en particulier les femmes, quand on sait en Haïti, les femmes sont surtout les chefs de ménage. Pour ces personnes-là qui faisaient face à une grande précarité, même avant la pandémie, qui se nourrissaient des revenus journaliers,
comment demander à ces personnes-là de rester chez elles et ces personnes-là qui vivent au jour le jour. Pour ces personnes-là, c'était très, très difficile. Et on va voir dans une troisième catégorie pour l'accès à la justice aussi, les détenus qui, même avant la pandémie, vivaient dans des conditions de détention indignes, et surpopulation, malnutrition. Et maintenant là, la pandémie présentait un risque spécifique pour ces personnes-là. Et pour l'accès à la justice, il faut dire que et même pendant la pandémie, les tribunaux avaient continué de fonctionner. Mais c'était à un rythme réduit, au strict minimum, pour les affaires urgentes. On comprend, mais cependant, il y a ces personnes-là qui étaient en détention, en tant qu'êtres humains qui avaient droit à un procès équitable et à ce que leur dossier soit traité dans un délai raisonnable. Et pour nous autres avocats, c'était vraiment, vraiment difficile de poursuivre et de continuer avec la poursuite de ces dossiers au niveau des tribunaux et des cours. Bien que nous autres avocats, on s'était arrangés, on a pris des mesures de protection et on s'était armé de courage aussi, bien que c'était stressant, parce qu'à chaque visite au tribunal, on comptait 14 jours pour être sûr que ça va. Mais à chaque fois qu'on arrive, les juges, la majorité des juges, parce que comme je disais préalablement, les cours et tribunaux fonctionnaient surtout pour les affaires urgentes. Mais nous autres qui avaient des dossiers en cours, et à chaque fois qu'on arrive dans les tribunaux, soit les juges n'étaient pas absents, et on leur comprend aussi, parce que même au niveau des tribunaux, il n'y a pas eu vraiment des mesures pour protéger les magistrats. Et je crois même un greffier aurait été décédé des suites du corona. Du coup, on a dû fermer le tribunal de première instance de Port-au-Prince pour 3 jours pour désinfecter. Ça, c'est pour les tribunaux, l'accès à la justice. Mais il faut dire qu'on a pu remarquer, dès au début de la pandémie, une atteinte du droit à la vie des personnes infectées. Ce qui veut dire qu'il y a eu des messages, comment je peux dire, des messages de violence vis-à-vis des personnes infectées. C'est comme dès qu'on sait que tu es suspecté, pas même confirmé, suspecté, toi et ta famille étaient en danger. C'est comme si tu représentais une menace pour la société. Et l'accès, comment je peux dire, l'accès aux victimes et aux services juridiques était très, très difficile aussi. Parce que quand on est en Haïti, et notre pratique, c'est physiquement, si on a un suivi à faire et auprès d'un cours, si on a une plainte à déposer, on doit se déplacer. Et du coup, c'était vraiment, vraiment difficile pour une personne victime de laisser sa maison pour se rendre dans une poste de police ou dans un tribunal pour porter plainte. Et là, c'est-à-dire, si vous me permettez, pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est que la capacité de la justice haïtienne à aborder le monde virtuel est assez limitée. Hein? Donc, tout est encore sous format papier. Tout se fait en personne. Il n'y a à peu près pas de on parle même avant la pandémie, là, donc il n'y a à peu près rien qui se fait en format électronique. Et donc, là, ça rendait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que cette condition-là rendait les choses encore plus difficiles. Parce qu'il faut être là, il faut être là en présentiel. Exactement. Dans la justice haïtienne. Ouais. Très, très difficile. Parce que pour nous autres, au niveau du cabinet, on a, dès les premiers jours, on a utilisé des formules pour nous adapter rapidement. Et on a utilisé le télétravail, il y a des vidéoconférences, parce qu'on avait des formations en cours, on a continué avec les formations. Et on a envoyé un message à tous les clients du cabinet et aussi sur notre site pour dire que nous n'allons pas recevoir les victimes physiquement, mais il y avait eu des téléphones disponibles pendant les heures de bureau pour recevoir les plaintes et nous tenons nos clients informés de la poursuite et de leur dossier parce que c'était là leur première inquiétude. Il y avait les victimes qui nous appelaient pour nous dire Maître Jean-Louis, et pour mon dossier, et je peux même prendre un exemple, le gouvernement a pris des mesures urgentes ou encore des mesures exceptionnelles
pour désengorger les prisons. Mais du coup, nous autres, en tant que défenseurs des droits humains, nous étions obligés de nous adresser dans l'immédiat au ministre de la Justice pour attirer son attention sur certains agresseurs qui ne devraient pas être relâchés. Parce que les victimes nous appelaient pour nous dire, et j'ai entendu qu'on allait relâcher des prisonniers. Est-ce que tel monsieur ne serait pas relâché? Du coup, nous autres, comme défenseurs, nous étions bien obligés d'alerter et le gouvernement pour leur dire, on comprend que c'est urgent de désengorger la prison, mais les victimes aussi avaient droit à ce que leur cause soit entendue et que l'agresseur soit puni. Donc, Lovely, il y a un fil conducteur dans plusieurs des stratégies dont vous nous avez parlé pour permettre au cabinet de continuer son travail dans un contexte donc de violence exacerbée, de risques croissants et avec la pandémie, mais vous parlez beaucoup de la communication avec les victimes, du lien constant avec les personnes qui font appel à vos services. Donc, je comprends que c'est vraiment au centre de vos différentes stratégies et de la façon aussi de s'adapter au contexte fluctuant actuellement en Haïti. Justement, comme je disais tout à l'heure, et pour nous autres comme défenseurs de droits humains, la première grande difficulté, c'était continuer avec la poursuite des activités tout en respectant les mesures imposées par l'État. Parce que comme défenseur, on ne pouvait pas attendre la fin de la pandémie pour agir, parce que les violations des droits humains n'avaient pas cessé. Et comme les violations n'avaient pas cessé, on devrait s'adapter rapidement. Il faut dire que la première chose qu'on avait fait, on s'était resté soudés. C'était très, très important parce que le stress, c'était pour tout le monde. Et je dois vous le dire sincèrement, hein, le stress, c'était pour tout le monde. Mais comme défenseur de droits humains, à un moment, on devrait s'armer de courage pour prendre toutes les précautions nécessaires et faire à ce que l'accès à la justice ne s'arrête pas pendant cette période de pandémie. Du coup, on a eu, et presque tous les jours, on s'était rencontrés, soit via Zoom, soit par des appels WhatsApp. Et certaines fois, il faut dire qu'on est en Haïti, et certaines fois, il y a le problème d'électricité, parce qu'on doit avoir son ordinateur, son téléphone toujours chargé. Et il y a aussi l'Internet, et on doit avoir une connexion Internet et continuer à la maison. Et aussi, il y a l'adaptation aussi. Hein, qui sont des défis, hein, pour encore une fois, là, pour les gens qui nous écoutent, là, c'est-à-dire que l'alimentation en électricité est instable en Haïti. Donc, parfois, on peut être de longues heures sans électricité. Et même chose pour le signal Internet. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'était une difficulté supplémentaire parce qu'il faut s'assurer qu'on est toujours en capacité d'utiliser les appareils essentiels à la défense des droits humains. Justement. Et du coup, on s'était adapté et on a reçu, et nos clients, on a donné des consultations juridiques via téléphone et les clients nous appelaient, les clients nous écrivaient et certaines fois, pas seulement sur le numéro du bureau, et les portables de tous les avocats étaient disponibles. On recevait des messages. Il y a des clients qui nous appelaient à 8h, à 10h du soir et on était toujours disponible pour ces clients-là parce qu'on comprenait que la situation sanitaire aussi pourrait avoir un impact sur la santé de ces personnes-là. Une personne victime de violence et qui est en pleine crise sanitaire et qui entend que le gouvernement pourrait accorder grâce présidentielle à certains agresseurs et cette personne-là qui avait pris le risque de dénoncer, du coup, si son agresseur est libéré demain, sa vie est en danger automatiquement. Du coup, on devait rassurer ces personnes au jour le jour, leur rassurer que, comme défenseurs des droits humains, notre travail ne s'arrête pas à cette période de pandémie. On travaille au jour le jour. On est sur place et on fait des suivis. On a le contact des magistrats. Et aussi, on a eu des visites dans les centres de détention pour nous assurer que les personnes que nous accompagnons, comme je le disais tout à l'heure,
et les détenus victimes de viol. On a eu la libération pour 7 de ces détenus-là lors d'une action intensive en habeas corpus. Mais pour les autres, on a dû s'adresser au gouvernement pour leur expliquer une personne victime de viol en prison, une personne dont la sécurité dépendait de l'État, et cette personne a été victime de viol en pleine détention, et une détention où cette personne n'a pas accès à des soins de santé, cette personne a été beaucoup plus vulnérable. Et il fallait prendre des mesures pour permettre à ce que ces femmes-là, mères de famille, puissent retrouver leur famille en cette période de pandémie. Maître Jean-Louis, si le travail des défenseurs des droits humains n'arrête jamais, comme vous l'avez mentionné il y a quelques minutes, cette entrevue, elle, malheureusement, devra bientôt prendre fin, ce qui est dommage parce qu'on aurait pu discuter encore longuement. Est-ce qu'en terminant, vous pourriez en quelques minutes nous parler un peu des perspectives que vous voyez devant vous pour Haïti, pour le travail du cabinet? Est-ce qu'il y a des cas emblématiques qui s'en viennent et qui vous paraissent particulièrement importants? Parlez-nous donc, en terminant, un petit peu de l'avenir. Pour l'avenir, il faut dire que cette pandémie nous a montré beaucoup de choses. La première chose, il y a nécessité pour la justice de s'adapter aux nouvelles technologies. Il y a vraiment nécessité pour la justice de s'adapter aux nouvelles technologies parce que, comme je disais tout à l'heure, la crise sanitaire ne nous a pas frappé grandement, mais on fait face à d'autres crises au sein de la société. Et ces crises-là ont des impacts directs sur la justice. Et les victimes ne pourront pas toujours attendre et les crises pour voir que justice leur soit donnée. Pas uniquement les victimes, mais même les personnes en détention, même les agresseurs, ils ont droit aussi à un procès. Ce qui veut dire, et laisser ces personnes-là pendant 3 ans, pendant 4 ans, parce qu'il y a des crises continues. Je pense que pour l'avenir, et au sein du cabinet, on commence déjà à réfléchir pour voir comment faire des plaidoyers pour permettre à ce qu'il y ait des audiences à distance et au sein de la justice. Et aussi, et des plaidoyers pour qu'une victime puisse avoir l'opportunité de déposer une plainte, même étant chez lui. Parce qu'une personne qui se sent menacée, qui ne se sent pas en sécurité, cette personne-là doit être en mesure soit d'envoyer un message d'alerte pour nous alerter, ou encore pour déposer une plainte. Et aussi, il faut dire que cette pandémie nous a montré aussi l'indivisibilité des droits humains. Ce qui veut dire qu'il y a nécessité de travailler pour l'effectivité des droits humains. C'est vrai, il y a le droit à un procès équitable, le droit à la justice, mais on a vu comment la pandémie a menacé tous ces droits-là. Du coup, nous autres, déjà, nous pensons que nous croyons que notre travail est immense et il nous faut aussi partager des expériences aussi, parce que c'est très, très important pour nous autres, parce que même pendant cette période de crise, le partage d'expériences entre nos autres collègues a beaucoup aidé. A beaucoup aidé. Du coup, nous pensons à des synergies avec d'autres organisations de droits humains, avec d'autres OSC, pour qu'il y ait des plaidoyers pour une justice efficace en Haïti dans le plein respect des droits humains. Sur cet appel à la solidarité et au regroupement des bonnes volontés des défenseurs et des droits humains en Haïti et partout dans le monde, je tiens à vous remercier très chaleureusement du temps que vous nous avez consacré. Ça a été passionnant de vous écouter. J'invite aussi tout le monde à aller voir votre site Internet et à suivre vos activités sur les différents réseaux sociaux où vous êtes très présents. Je vous félicite pour votre engagement personnel. C'est très inspirant de vous entendre. Je vous remercie encore une nouvelle fois de nous permettre de vous appuyer aussi dans votre travail. C'est un honneur pour Avocats sans frontières et j'espère avoir l'occasion de vous revoir très bientôt en Haïti dès que les conditions le permettront. Un grand merci, Maître Paradis. Et le cabinet profite aussi pour remercier
et Avocats sans frontières Canada qui, dans nos travaux sur le terrain, nous appuie beaucoup, nous encourage aussi, nous félicite à chaque fois parce que ça nous aide beaucoup. Et en tant que défenseur des droits humains qui travaille dans un contexte très, très difficile en Haïti, ça nous aide à avancer et toujours croire que la justice est possible et parce que nous avons fait l'expérience, l'accès à la justice est possible et obtenir justice est possible. Voilà une façon parfaite de nous laisser jusqu'à notre prochaine discussion. Encore une fois, merci, Maître Jean-Louis. Merci, Maître Paradis, c'est un plaisir. Au revoir, à très bientôt. Au revoir.